Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici à Verdun, au Centre mondial de la paix. Le temps d'une visite à l'exposition consacrée aux 60 ans de la Ve République. Nous, Président, clin d'œil appuyé à votre célèbre anaphore, vous revenez symboliquement à l'Élysée. Un an après votre départ, qu'avez-vous envie que l'histoire retienne de votre mandat? Je pense que l'histoire retiendra, compte tenu de ce qu'a été la gravité des tragédies qui ont hélas scandé le quinquennat avec le terrorisme, ce qu'a été ma présidence à ce moment-là. C'est-à-dire cette capacité de rassembler les Français, ils pouvaient se désunir, et aussi de tenir bon face au terrorisme islamiste et d'éviter qu'il y ait des stigmatisations, qu'il y ait des divisions. Et beaucoup de ceux qui viennent vers moi à l'occasion de mon ouvrage me disent que ce qu'ils ont déjà retenu de cette histoire, c'est cette maîtrise des événements qui ont ensanglanté notre pays. Les leçons du pouvoir, le livre dans lequel vous expliquez votre quinquennat justement aux Français, cartonne. Quand on connaît comme vous la fragilité des codes de popularité, que représente pour vous le suffrage des très nombreux lecteurs que vous rencontrez partout en France? D'abord, il y a toujours une reconnaissance d'une action quand elle est terminée. Au moment où elle s'effectue, il y a toujours de l'incompréhension, des critiques, même s'il y a heureusement des soutiens. Et je fais souvent cette réflexion. Avant d'être président, on est espéré, on est un candidat. Après être président ou avoir été président, on est regretté. Tout le problème, c'est pendant. Qu'est-ce que l'on fait pendant que l'on est président? Eh bien, on doit regarder la popularité ou l'impopularité comme, non pas une réalité dont on serait indifférent, mais comme un soutien toujours limité, mais qui ne doit pas être un empêchement, jamais un empêchement. Vous dites qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Les Français avec qui vous échangez directement, de ville en ville, vous renvoient-ils l'image du président normal que vous souhaitiez être? Il me renvoie l'image d'un président humain. Et d'ailleurs, je pense que c'est la bonne formule. Normal, ça voulait dire que je devais être le premier des citoyens, le président de tous, mais que j'étais un citoyen. Et que je devais être dans une forme de modestie qui était en réalité une ambition pour le pays. Mais j'ai trouvé la formule que les Français m'ont restituée au cours de ces séances de dédicace, plus belle encore. Président humain, capable de prendre des responsabilités éminentes. J'ai parlé des attentats, des interventions au Mali, mais qui garde ce lien avec les citoyens. Cette part d'humanité qui est indispensable dans l'action publique. Précisément, Monsieur le Président, nous avons demandé à nos lecteurs de vous interroger. J'ai retenu 5 de leurs questions. La première de Vincent, de Verdun, s'adresse au président de la Fondation La France s'engage. Bonjour Monsieur le Président, ma question est la suivante. Comment comptez-vous utiliser votre expérience pour apporter et éventuellement réformer l'implication des citoyens dans la vie publique et non pas dans la vie politique? Oui, ce lecteur a raison. L'engagement, ce n'est pas simplement l'engagement politique ou syndical, c'est l'engagement au service des autres. Non pas qu'ils se font contradiction, mais beaucoup de citoyens veulent servir leur pays ou servir une cause sans pour autant rejoindre une organisation. Alors j'ai voulu, à travers cette fondation, La France s'engage, que j'avais déjà lancée quand j'étais président, pouvoir soutenir des initiatives qui, souvent avec la technologie, peuvent avoir un fort impact social pour lutter contre l'isolement, le handicap. Et ce que j'ai découvert, là aussi, c'est qu'il y a une génération, il faut que les lecteurs en prennent conscience, une génération qui a envie de s'engager pour le climat, contre un certain nombre de dégradations qui sont portées à notre environnement, ou pour les autres, pour la solidarité vis-à-vis des plus pauvres ou vis-à-vis des réfugiés. Et ça, c'est très important que nous ayons cette confiance-là dans notre jeunesse. Marie de Thionville voudrait savoir pourquoi l'Europe ne sait pas répondre à la question des migrants. Parce qu'elle est divisée, parce qu'elle n'applique pas ses propres règles. Vous savez qu'il y a des accords qui ont été passés entre pays européens et que lorsqu'il y a des réfugiés qui arrivent, ils doivent être d'abord accueillis dans le pays où ils sont venus, puis ensuite ils doivent être répartis. Il y a des pays qui n'acceptent plus de les accueillir et puis il y en a d'autres qui ne veulent plus que ce soit réparti. Alors comment sortir de cette difficulté? Soit en refondant les règles européennes, soit en tenant bon et en faisant en sorte que si certains ne respectent pas les règles, ils puissent être sanctionnés. Au moment où le gouvernement planche sur le service national universel, cette question de Maud de Metz. Bonjour Monsieur Hollande, moi je voulais savoir ce que vous étiez prêt à faire pour favoriser l'emploi des jeunes.
Moi, j'ai développé considérablement le service civique et je considère qu'il faut aller jusqu'au bout de cette belle idée, non pas pour le rendre obligatoire, parce que ce que disent les jeunes qui font un service civique, c'est qu'ils ont été fiers de le faire parce qu'ils en ont décidé eux-mêmes, pas parce qu'on leur a demandé. Ce que je ferai aussi pour les jeunes, au-delà de ce qu'est l'engagement, c'est de continuer à les former et à bien les former, bien les qualifier. Parce qu'il y a une règle qui ne souffre pas d'exception, c'est quand on a été bien accompagné, on trouve plus facilement un emploi que lorsqu'on a été écarté de l'école trop tôt. En marge de cette tournée, vous rencontrez également dans chaque ville des militants du Parti socialiste. Bonjour Dominique, 47 ans, Metz. Donc question pour notre ancien président, est-ce qu'il ne se sent pas un petit peu responsable de la dérive du PS? Moi, je n'ai jamais écarté ma responsabilité, mais je pense que les socialistes ont un avenir. Et cet avenir, ils doivent le prendre avec la fierté du passé. Et je leur dis, appuyez-vous sur ce que j'ai fait. Comme d'ailleurs, je me suis appuyé sur ce qu'avaient engagé et réalisé François Mitterrand ou Lionel Jospin. Faites en sorte que, maintenant qu'on peut faire des comparaisons, et elles s'établissent, vous puissiez tirer argument de tout ce qui a été réalisé dans le quinquennat pour vous projeter vers de nouveaux problèmes qui appelleront nécessairement des nouvelles solutions. Je résume l'esprit de plusieurs questions de lecteurs. Vous considérez-vous aujourd'hui comme un opposant à Emmanuel Macron? Non, ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas mon rôle. Je dis ce que je pense. Et quand j'ai évoqué les inégalités ou cette faveur accordée, non pas aux riches, mais aux très riches, j'ai dit ce que je pensais. Pas simplement en fonction de mon expérience, mais en fonction de mes convictions. Mais aussi en fonction de réalités économiques qui ne font pas, à mes yeux, de débat. Ce n'est pas parce qu'on va donner aux plus fortunés des moyens supplémentaires qu'on va conduire à une hausse de la consommation. En revanche, c'est en privant des retraités ou des salariés d'un certain nombre de leurs revenus qu'on va altérer la croissance qui pourtant est revenue grâce aux décisions que j'ai prises. Mais c'est aux partis politiques de faire leur travail d'opposition. Moi, je dois, si j'ai un devoir à m'assigner, c'est utiliser cette expérience pour éclairer les Français sur ce qui se passe dans le monde, avec Donald Trump qui est le chef maintenant des populistes sur la planète, ce qui se passe en Europe avec les divisions, ou ce qui se produit en France avec le creusement des inégalités. Quel cadre vous donnez justement pour justement peser sur les décisions? Non, intervenir quand je pense que c'est nécessaire, pas forcément toujours. Et puis là, à l'occasion de ce livre, rencontrer les Français. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel plaisir mutuel nous prenons à nous rencontrer. C'est-à-dire, ils viennent nombreux encore à Verdun, puis bientôt à Metz. Donc, ils viennent pour dire quoi? Bien sûr, leur sentiment de reconnaissance, de gratitude, mais aussi pour échanger, pour comprendre. Et c'est ce que peut-être nous ne faisons pas assez quand nous sommes en responsabilité et que je prends beaucoup de bonheur à faire maintenant. Ça fera l'objet d'un tome 2? Oui, ce que je pense, pas forcément un tome 2, mais des chapitres supplémentaires. Et j'ai déjà trouvé le nom, le titre du chapitre, Écoutez. Quittons le terrain de la politique pour celui du football. Oui. France-Argentine, vous avez vu d'ailleurs les maillots tout à l'heure. Est-ce que la campagne de Didier Deschamps en Russie se passe bien selon vous? Il faut faire attention aux campagnes de Russie parce qu'elles se passent bien au début et mal à la fin. Donc je ne ferai pas de comparaison parce qu'elles pourraient être blessantes et surtout inquiétantes. Et je me méfie de ces équipes qui ont mal commencé le tournoi, qui se qualifient presque par miracle, on a vu dans les dernières minutes, et qui ont faim après de résultats. Donc la France doit se méfier. Ce sera ma dernière question. François Hollande est-il plus heureux aujourd'hui en tant qu'ancien président que lorsque vous étiez en fonction de 2012 à 2017? Non, parce que être président, c'est porter la France partout dans le monde, ses idées, ses valeurs. Être président, c'est agir pour le bien commun, c'est pouvoir réduire les écarts de richesse, c'est pouvoir assurer le développement économique, industriel. Et j'ai pris beaucoup de coups, c'est vrai, pendant cette période, mais aussi beaucoup de fierté à exercer cette tâche. Et ne plus le faire n'est pas une privation, il faut toujours se préparer, mais n'est pas non plus un bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous.